Donc, je résume ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, la Hakira du prix Megadim, pour le résumer très brièvement, c'est cette histoire de savoir dans quelle mesure est-ce que le Bitul Berov, c'est une propriété de l'ensemble ou est-ce que c'est une propriété des éléments. Donc, on est allé voir dans une chouva du Rajba, où il y a une marloquette entre le Rajba et un Chacham anonyme, que le prix Megadim nous dit être un certain Rabbi Meir. De la question de comment est-ce que ça fonctionne le Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est-à-dire un sacrifice qu'on amène en cas de doute. On avait devant soi deux morceaux de graisse, dont un morceau qui était de la graisse interdite. Et on a un des deux morceaux, on amène Hacham Taloui. Et donc celui qui posait la question, ce Rabbi Meir, disait comment est-ce que ça fonctionne. Parce qu'a priori, il y a forcément un morceau qui est plus grand que l'autre. En tout cas, c'est le cas le plus fréquent, même si on admettait que deux morceaux exactement identiques ce serait possible. En tout cas, il y a un morceau qui est plus grand que l'autre, donc on se trouve à tout le moins dans une situation de doute, parce que peut-être que le plus grand morceau, c'est celui-là qui est le morceau permis, et donc il annule le morceau interdit. Et donc il n'y a plus, en tout cas de certitude, qu'il y a un morceau interdit dans ce mélange. Et donc, on n'a plus le critère essentiel pour amener un Hacham Taloui, qui est Igba et Soura, la certitude de la présence de l'interdit dans le mélange. Et le Rajba lui répondait, non, parce que, en fait, pour pouvoir dire ça, ça veut dire qu'on ne sait pas quel est le grand morceau, quel est le petit morceau, parce qu'évidemment, si on sait que le grand morceau, c'est le morceau permis, alors on sait quel est le morceau interdit, et par définition, il n'y a pas de bitoul à ce niveau-là. Donc ici, il y a une incertitude. Et donc, dit le Rajba, dans la mesure où il n'y a pas de certitude de bitoul, ou de certitude de majorité, alors il n'y a pas de bitoul. Non seulement il n'y a pas de bitoul effectif, puisque évidemment, dans un cas comme ça, où il n'y aurait que deux morceaux dont l'un serait plus grand que l'autre et on ne saurait pas lequel est le permis et lequel est interdit, on ne pourrait pas dire que de fait il y a bitoul. Il y a uniquement une possibilité de bitoul. Dit le Rajba, dans la mesure où il y a cette absence de la majorité, alors à ce moment-là, il n'y a même plus cette possibilité de bitoul qui induirait un doute qui empêcherait d'amener un Hacham Taloui. D'accord, un doute, pas un doute sur quel est le morceau permis et interdit, mais un doute si, bien là, il y a encore un morceau interdit dans le mélange. Parce que, dit-il, si on pourrait aussi prendre la logique inverse, mais celle-là, finalement, il a l'air de la rejeter in fine, de dire, oui, on pourrait imaginer que ce doute quant au bitoul serait suffisant pour entraîner un doute sur la présence encore du issour dans le mélange. Mais à ce moment-là, il faudrait aussi supposer qu'à l'inverse, si le grand morceau c'était le morceau interdit, à ce moment-là, il transformerait en interdit le morceau permis. Et donc ça nous ramènerait à un doute simple sur le statut du grand morceau, qui entraînerait de facto le statut du petit morceau. Et donc on aurait toujours un Hacham Taloui. C'est pas la logique qui est adoptée. La logique qui est adoptée, c'est en gros, et donc pour le reformuler dans la problématique du Rajba, ce qu'il veut dire, c'est que donc au niveau du mélange, ce qui est essentiel, c'est justement que le bitoul est une propriété du mélange. De savoir, est-ce que il y a dans ce mélange-là une majorité d'éléments ou de quantités. C'est le problème qu'on va avoir après, cet écart entre nombre d'éléments et quantité, taille des éléments. Donc, dit-il, c'est ça qui est déterminant. C'est qu'on sache qu'il y a au niveau de l'ensemble une majorité d'éléments permis. Alors que celui qui posait la question était dans une logique plutôt que c'était les éléments qui effectuaient le bitoul. Et le Pri Megadim enchaîne là-dessus. Il dit Ashkachna pitre shte chatichot gdola oktana sheyi batel berov kemo sheagid. Donc, dit-il, maintenant on peut envisager un deuxième cas
où il y aurait donc, nonobstant ce qu'a dit le Rajba, on pourrait imaginer un cas où, même avec seulement 2 morceaux, il pourrait y avoir un safek bitoul qui entraînerait le fait qu'on n'amènerait pas à Sham Taloui. Shte chatirot chelev, echat meresh maya ve echat mesofo, ou shte chatirot mishte behemot, achat bemakom mara ve echat bemakom chiyuta. Donc il dit, pour résumer, imaginons qu'à ce moment-là, on ait 2 morceaux dont on ne sait pas lequel est le permis et lequel est l'interdit, non pas à cause d'un manque d'information de la personne, subjectif, hein, à la limite un chisaron yedia, que la personne est plus capable de reconnaître quel était le morceau permis et quel morceau interdit, mais là les 2 morceaux sont bien déterminés, on voit bien qu'il y en a un, qu'il y en a un grand et qu'il y en a un petit, sauf que le doute qui intervient est un doute halachique. On n'est pas capable de trancher halachiquement lequel est permis et lequel est interdit. Mais leurs statuts sont liés. Si A est permis, alors B est interdit, et si B est permis, alors A est interdit. D'accord ? Donc c'est quand même un autre type de doute. Donc dit-il dans ce cas-là, je saute un petit peu, imlo noda ezek zola veezek tana, iman nafshach aktana al kol panim muteret. Shemi ishal heter tov, evemi ishal isur, are agdola heter. מיול בלב אחי בגדולה וקטנה חלב ושומן, תהיה הקטנה על כל פנים מותרת ממה נפשך. צריך עיון אם יש לומר כן. Dit-il, donc, voilà le cas limite qu'on pourrait ramener dans la discussion entre le Rajba et le Shoel, c'est de dire, d'accord, le Rajba nous a dit, en gros, pour résumer, le cas d'un grand morceau et d'un petit morceau n'est pas tout à fait étranger à la logique du bitoul. Au niveau de la pure logique du bitoul, effectivement, un grand morceau peut être mévatel un petit morceau. Sauf que, en fait, dans la mesure où soit on connaît le statut de chacun des morceaux, à ce moment-là, il n'y a pas de bitoul, soit au contraire, il y a un doute sur lequel est lequel, et à ce moment-là, ce doute n'est pas suffisant. D'accord ? Ce qu'il disait. Mais la logique fonctionne. Alors, dit le Pri Megadim, si maintenant on dit que le doute n'est pas dû à une méconnaissance de la personne, mais est dû à un doute halachique, donc disons objectif, essentiel, à ce moment-là, peut-être serait-il possible de dire que le Rajba reconnaîtrait qu'effectivement, dans ce cas-là, aussi, on pourrait dire qu'il y a Safek Bitoul et qu'on n'amène pas à Sham Taloui. Donc on aurait différentes gradations dans les types de bitoul et les types de doutes au niveau du bitoul en fonction de quel type de doute on parle. Est-ce que c'est un doute qui est dû à la méconnaissance de la personne ou est-ce que c'est dû à un doute intranchable? Est-ce que c'est un doute halachique? Et il continue. Et Sover Hayiti Lomar de Mishumachi Katav Arambam בפרק ט"ו ממאכלות אסורות, הלכה ד' אם היה חלב עליה כשניים, דבעינן כפל דווקא, כדבעינן נאמר כמן. משום דהיהו לשיטתי בפרק ט' מהלכות טומאת מת, כל ספקה מן התורה שריה, פרק ט' מרוצח, אי אפשר לצמצם, ופרק ח' משגגות, דיגבה בעינן. ומשום אחי, קשה אשם תלוי איך משכחת, ולכוכך כפל בעינן. Donc dit-il, donc de ce fait-là, alors c'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne quand même, de ce fait-là, du fait qu'il y a cette possibilité ou cette incertitude, si on veut vraiment suivre sa logique, hein, du fait qu'il y a cette incertitude sur la possibilité qu'un safek bitoul dû à un doute halachique, tel qu'il a été défini ici, serait effectif et donc empêcherait dispenserait d'amener un Sham Taloui, dit-il, et pour l'instant c'est ce lien logique qu'il va falloir déterminer, dit-il, c'est pour ça que Rambam pose qu'il faut, pour qu'il y ait bitoul, qu'il y ait kefel, c'est-à-dire que quand on dit bitoul berov, ça veut dire annulation, non pas par juste un iota supplémentaire,
mais carrément qu'il y ait quand même le double de la quantité. Dit-il. Donc, pourquoi est-ce qu'il pose ça? Parce que lui estime que, donc, d'une part, c'est impossible que deux morceaux fassent exactement la même taille. D'autre part, que pour qu'on amène à Sham Taloui, il faut qu'on ait la certitude de la présence de l'interdit. Et enfin, et ça c'est une chita bien connue du Rambam, qui est discutée dans tous les Sfarim de Shav Shemateta et de Shari Yosher, etc., que d'après le Rambam, un Safek d'Eoraita c'est permis. Donc si je comprends bien la logique du Pri Megadim, il vient de nous dire du fait que le Rambam, à cause du fait qu'il considère que Safek d'Eoraita les Kula, en fait, du point de vue de la Torah, un Safek Bitoul tel qu'il est présenté par le Shoel. Le Rambam, il dit juste que Sfega d'Oraita c'est Darabanan, il dit pas que Sfega d'Oraita c'est Moutar. D'Eoraita c'est Moutar, c'est ça que ça veut dire. D'accord, ça veut dire. D'accord, je comprends ce que ça veut dire. D'accord. Voilà, donc, de point de vue d'Eoraita, mais là, il dit que Sfega d'Oraita la Khumra, c'est un din Darabanan. Voilà, donc d'Eoraita, Safek d'Eoraita les Kula. D'accord. Or, comme on est en train de parler de Korbanot, on parle forcément d'un din d'Eoraita. C'est l'évidence même. On n'avait pas un Korban parce que à cause d'une faute des Rabbanan. Bien d'accord. Alors, donc, à partir du moment où le Rambam il a ce klal-là, alors forcément, on est obligé de dire qu'il va rentrer dans la logique de celui qui posait la question à Rajba, et de dire un Safek Bitoul serait un Safek suffisant pour ne pas amener d'Hacham Taloui. Si effectivement il y avait Bitoul dès qu'un morceau est un peu plus grand que l'autre. Donc, et le Pri Megadim dit c'est pour ça que le Rambam est obligé de définir Bitoul Berov dans un Bitoul dans le double. Alors maintenant, cette question de Bitoul dans le double, c'est bien joli que le Rambam il nous l'amène, mais il faut comprendre d'où ça sort, et si on n'arrive pas à comprendre d'où ça sort dans la Gemara, il faut au moins comprendre sur quelle logique ça se base. Alors, c'est bien obligé d'être obligé de conclure ça. Mais encore faut-il que ça amène de la cohérence, pas que ça pose des problèmes par ailleurs. Voilà. Et donc le Pri Megadim continue. Veine yavesh beyavesh, des batel berov, yesh machloket, irov kefel. Oh machiou yoter sagi. Donc il y a une discussion chez les poskim pour savoir si le rov dont on parle, ça veut dire le double ou si c'est juste une quantité légèrement supérieure. Donc la référence clé, c'est Aïn Minchat Yaakov, Klal Nun Aleph, Od Vav, et Klal Lamed Tet, Od Aleph ou Vav. Aleph ou Bet, pardon. Et donc le Minchat Yaakov, c'est le commentaire essentiel sur le Torah Tachatat de Rema. De Rabbi Moshe Isserles, l'auteur des Hagot, etc., a fait un livre, un contraste de Halacha sur Issur Ve'eter qui s'appelle Torah Tachatat. Minchat Yaakov, c'est le grand commentaire qui existe dessus. Donc, on pourra aller voir là-bas, mais on va avancer un petit peu. Ve'ole midvarav. Donc, comment est-ce qu'il conclut le Minchat Yaakov? De belach ve'yavesh min Torah sagi be'mashiu yoter. Mederabanan ba'enan kefel. Donc, le Minchat Yaakov conclut, à partir de sa lecture du Rambam, hein, évidemment, que, en fait, que ce soit l'Arbelar ou Yavesh Beyavesh, tant qu'on est dans Min Bemino, le Bitul Berov, ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait une quantité légèrement supérieure. Alors, et que c'est uniquement des Rabanan qu'on demande Kefel. Et il amène une preuve du tour. Et d'autres références, tout ça. Et de l'autre côté, il y a le Minchat Cohen, qui est un grand livre sur vraiment cette question de Taharovet, qui lui dit que non, en fait, dans Rambam non plus, il ne faut pas lire que Rov, ça veut dire Kefel.
Pourquoi? C'est quoi la phrase du Rambam qui a l'air de dire ça? C'est une phrase qui dit Nafal chelev kilayot le chelev alia im yesh kishnaim vechen chaticha achad ben shte chatichot. Donc le Rambam il s'exprime en disant si il y a de la graisse interdite qui est tombée dans de la graisse permise et qu'elle s'est diluée dedans, et que la graisse permise était littéralement, comme 2 fois la quantité de graisse interdite. Ou de la même façon, si on a un morceau de graisse permise au milieu de 2 morceaux de graisse interdite. À ce moment-là, c'est batel. Donc c'est vrai que de ce langage-là, on a l'impression que ça veut dire le double. D'accord? Il demande Keshnaim, même dans l'Arbelach. Vous voyez, le Rambam, il fait bien une distinction. Il dit de la graisse qui s'est diluée dans comme 2 fois sa propre quantité, ou alors un morceau au milieu de 2 morceaux. Sur la fin, un morceau au milieu de 2 morceaux, on n'a pas encore la preuve que c'est Kefel, que c'est le double. Effectivement, c'est un morceau au milieu de 2 morceaux, et 2 morceaux au milieu de 3 morceaux, et 3 morceaux au milieu de 4 morceaux. Sauf que quand il a commencé de dire de la graisse qui s'est diluée dans de la graisse, et que là il a dit il faut qu'il y ait comme 2 fois la quantité, alors il a pas dit qu'il y avait juste un peu plus, il a dit comme 2 fois. Le Minchad Cohen, justement, lui dit qu'il n'y a pas de base nulle part pour aller dire qu'il faut le double, et qu'on peut faire une lecture attentive du Rambam, et de dire il a dit Keshnaim, comme 2 fois la quantité. Autrement dit, il n'a pas dit Shnaim qu'il faut 2 fois la quantité. Quand il dit Keshnaim, comme 2 fois la quantité, ça veut dire qu'il faut une quantité supérieure. Et sous-entendu, on ne demande pas 60 fois la quantité. Mais si une quantité supérieure, 2 fois ou même un peu moins, 1 fois et demi, 1 fois 1/5, ça passe. Alors, ça, c'est la logique du Minchad Cohen. Et le Sharp va dans la même direction. Qu'il n'y a pas de base pour Kefel. Et ensuite, le Pri Megadim s'étonne sur la lecture de Minchat Yaakov. Pourquoi? Des Minatora, Bemashu, Yoter Sagi, ou Mederabanan, Bayan Kafeli. Qu'est-ce qu'il a dit, Minchat Yaakov? Il a dit on demande, ce que dit le Rambam, c'est qu'effectivement, Deoraita, on demande qu'une petite quantité supérieure, et que c'est des Rabanan qu'on demande le double. Je veux dire, ça s'entend. Mais il dit il y a un gros problème avec ça, d'idée, parce que pour le Rambam lui-même, Midé Rabanan, Baenan Shishim, Afilo Yavesh. Belach, le Didan Nami, Baenan Shishim. Dire que Kefel, c'est que des Rabanan, on ne peut pas dire ça. Le Rambam lui-même, il dit explicitement que même dans Yavesh, des Rabanan, il faut Shishim. Et même si tu ne suis pas le Rambam, pour nous en tout cas, pour la halakha telle qu'elle a été tranchée, c'est qu'au moins dans l'Arbelach, on ne demande pas Kefel, on demande Shishim. Donc comment le Minchat Yaakov peut dire que ce Kefel c'est des Rabanan? Non, des Rabanan, on sait très bien ce que c'est Shishim. Donc, bizarre. Vahin Bemar Albach, mais voir Ken. Et là, chez Chilek, Bedvarim Nivlanim, Minatora, Kefel Bainan, Obeyavesh, Minatora, Bemashu Sagi. ומדי רבנן שישים אבינו כדעת הרם וכן סתם להלכה. והמנחת יעקב כתב שאינו יודע מנין לו לחלק בין לך ליבש, אין שם. Donc le Maharalbach, Rabbeinu Lévi ben Habib, lui fait une différence qu'effectivement il faut distinguer entre l'Ach et Yavesh. Que dans Yavesh, une majorité minimale suffit. C'est pour l'art où les choses sont mélangées ensemble, vraiment, et qu'elles forment plus qu'une seule entité, que là on va demander le double. Alors le Minchat Yaakov connaît cette réponse et dit il n'y a aucune source dans le Rambam ou ailleurs pour aller à ce niveau-là, il n'y a aucune logique pour aller différencier entre l'Ach et Yavesh à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que lui fait équivaloir l'Ach et Yavesh. Et le Pri Megadim a une réponse très importante à ce niveau-là, qui revient à notre logique, qui va être un autre klal dans notre logique
de logique des ensembles et des éléments. Il dit Vani Omer, Dumia de Sanhedrin Bainan. Il faut revenir pour comprendre ça au fait que la loi de Bitul Berov, ça vient du fonctionnement du Sanhedrin. Vatam Achad Asar, ou Shnem Asar Haveruva. Or, comment ça fonctionne un Sanhedrin? Vous avez 23 membres. Vous en avez 3 ou 23, mais prenons celui de 23, parce que 3, on sait comment ça fonctionne. 23, s'il y en a 11 qui disent une chose et 12 qui disent autre chose, alors, bah si, ça marche. Ah, pour le... Oui, d'accord. S'il y en a 12 contre 11, ça s'appelle une majorité dans un tribunal. On voit bien qu'on ne demande pas pour 23 qu'il y en ait 15 contre 7. 22. Bon, 16 contre 7, ça va, c'est la même chose. Ok? Donc on ne demande pas qu'il y ait double, il faut juste qu'il y ait une majorité simple. Voilà. Et donc quand c'est des éléments qui sont distincts, comme les membres d'un tribunal, alors il n'y a pas de raison d'aller plus loin que ça. Al-derech mashash neimu shlosha. Donc s'il y en a 2 contre 3, ou 3 contre 4, etc. Ça fonctionne en yavesh beyavesh. Ma she enken, lar belar, de akol nivlal keechad. Uvedai kefel bainan. De besanedrin lo matzinu masheu yoter. Kim echad yoter. Ilchach yavesh nami lechol echad bifnei atzmo yesh kefel. Donc dit-il, dans l'ar belar, on est obligé d'adapter un petit peu la logique du Sanhedrin. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez plus des éléments distincts. Vous avez un seul mélange indissociable. Donc, on est obligé de dire, parce qu'en fait, effectivement, même si c'est l'ensemble qui crée le bitoul, il faut quand même que l'on puisse dénombrer des éléments dans cet ensemble. C'est ça qu'on apprend de Sanhedrin. Soit dénombré, soit quantifié. Et ce que nous dit le Pri Megadim ici, c'est que c'est la logique, c'est la logique du dénombrement qui est essentielle. Alors, si on peut dénombrer, comme dans Yavesh Beyavesh, alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci pour avoir une majorité. Il suffit qu'il y ait un élément en plus. Si vous ne pouvez pas distinguer a priori d'éléments, parce que tout est mélangé, alors à ce moment-là, on est obligé de dire que toute la quantité de Issour qu'il s'agit d'annuler forme un seul élément. D'accord ? Et donc, face à ce qui forme un seul élément, on est obligé en face d'avoir le double pour dire que ça équivaut à 2 éléments. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une différence entre ce qu'on va appeler des quantités discrètes et des quantités continues. Dans le cadre de quantité discrète, c'est facile de savoir qu'il y a un élément de plus. Dans le cadre de quantité continue, on est obligé d'avoir comme unité, en fait, le sous-ensemble qui correspond au Issour. Et qu'il faut en face qu'il y ait le double de cette quantité pour qu'on puisse concevoir qu'il y a 2 éléments de Héter face à un élément de Issour. Pas parce qu'on demande le double en soi, mais parce qu'on demande qu'il y ait un élément de plus. Or, l'ensemble du Issour, dans la mesure où on est dans des quantités continues, forme une seule unité. D'accord ? Donc, le Pri Megadim ensuite va passer à une autre discussion, parce qu'il y a aussi un Pri Chadash qui essaie de ramener plusieurs preuves, qui sont d'ailleurs des preuves qui ne sont pas sorties de nulle part, qui sont essentiellement des preuves tirées de Mishnayot, qui ont l'air d'indiquer qu'il n'y a pas de raison d'aller tirer cette histoire de Kefel Bichlal. Donc, c'est ce qu'il va examiner maintenant. Mais avant, il va examiner, excusez-moi, encore un petit peu ce Minchat Yaakov. Donc, Ve'ayin B'Minchat Yaakov, Klal Lamed Tet, Ot Aleph, Ichia de Bainan Kefel, Mitam de Belov Achi, Rov Aposkim, Sovrim de Midirabanan Shishim Bainan, Af Beyavesh.
Donc dit-il, pourquoi est-ce que le Minchat Yaakov finit par être possèque qu'il faut Kefel, même dans Yavesh Beyavesh? Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de poskim, pas n'importe lesquels, puisque c'est quand même le Rambam, le Reived et Rashi, qui pensent que de toute façon, même dans Yavesh Beyavesh, on demande Shishim des Rabbanan. Donc, dit Minchat Yaakov, on peut être possèque, quelque chose qui est un peu un entre-deux. On ne demande pas juste un rov minimal. On ne demande pas Shishim, mais on demande le double. On demande Kefel. D'accord. Et rajoute le Pri Megadim, ou les fisés, Beissour des Rabbanan, Batel Bemaché ou Yoter. Donc maintenant, on pourrait dire que quand il s'agit d'un Issour des Rabbanan, où à la base il n'y a pas de Issour Torah, on ne fait pas de Xera l'Exera, et que donc on reste sur un din type Deoraita de base, où on demande un bitoul dans une majorité, même juste d'un iota, quoi. Ve'in sham od bet, evi raya mirashi betza, etc. Divina Torah chad betre batel, verabenan achmeru, mashma ha en matirin batel bederodan. La preuve, c'est quoi? C'est qu'effectivement, dans Rashi, au début de Masechet Betza, où on parle d'un œuf qui a été pondu à Yom Tov, qui est donc d'avoir chez Yeshua Matirin, quelque chose qui va être éventuellement permis après un certain temps. Normalement, c'est Batel Berov, parce que, contrairement à la logique du char, notamment, un œuf, c'est pas Bria, et c'est pas non plus d'avoir chez Béminyan. Parce que c'est vrai que nous, on est habitué à acheter nos œufs en plaquettes, mais à l'époque, ils achetaient leurs œufs au poids, et c'est vrai que les gens le font pas, tu vois. Quand tu achètes 50 œufs, tu en as 51 ou 49, tu vas pas faire un drame. Mais là, c'est interdit à cause d'avoir chez Matérine. Donc, normalement, c'est Batel Berov, et que le fait que ce soit pas Batel, c'est une Khumra des Rabbanan. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là-bas, s'il n'y avait pas cette histoire d'avoir chez Yeshua Matirin, ce serait Batel Berov, même des Rabbanan. Okay. Et c'est pour ça qu'il faudrait être Mekil si le Issour lui-même n'est que des Rabbanan. Mais Machéou Yoter Sagi, Vachim Istaber, ou Beissour Torah Yesh Lachmir de Kefel Bainan. Ou Beruva de Minkar, Shari Af Miderbanan Beyavesh Bemino, Telo Ke Arambam Ve'Areved. Donc là, il finit quand même par être possèque, qu'effectivement, ici, on demandera, on suivra pas le Rambam et le Reived pour demander Shishim quand on est dans Min Bemino et dans Yavesh, quoi. D'accord. Bon, tout ça, c'est pas très problématique. On n'a pas proposé de source de Raïta pour le Nyan de Kefel. Non, il n'y a pas de source. Ça veut dire tous ils proposent que ça puisse être un engine de Raïta, mais il n'y a aucune source de Raïta. Il n'y a aucun passage. Parce qu'on sait d'où ça vient. La dot et on sait Chichim d'où ça vient. Si, ça vient quand même du langage de l'Agmara qui parle souvent de Chad Betre Batel. Chad Betre, ouais. Ah, c'est effectivement, on voit que c'est une lecture à laquelle le Rambam est un peu obligé d'arriver. Ouais. Oui, mais ça veut dire même le Nyan de Chad Betre Batel, on l'apprend dans Rabim Latot. C'est ça le passage. Dans Beddin 2, ouais. Dans Beddin 2, 3. Non, je suis d'accord. Tu veux dire qu'il y a un djinn d'Oraita, je veux dire que c'est un chiffre d'Oraita, il faut ramener une source d'Oraita. Sauf si on suit la logique du pré-mégadim, qui est effectivement intéressante. Non, de dire que Kefel, c'est que dans l'Arbélar. Ah. Et parce qu'en fait, c'est pas Kefel qu'on demande, c'est qu'il y a un élément de plus. Oui. Voilà. Et donc là, on a une autre lecture du Rambam, que quand il dit Chelev le Chelev à Kiliot qui est tombé dans 2 fois Chelev à Alia, là, on comprend que, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une lecture très pshat du Rambam. Dans l'Arbélar, on demande 2 fois la quantité. Pourquoi? Parce que quand c'est dans Yavesh Beyavesh, on demande un élément de plus. C'est ça que voudrait dire Rambam. Rambam, il ne voudrait pas dire on demande Kefel dans l'Arbélar, et on demande aussi Kefel dans Yavesh Beyavesh. Non, il dit on demande Kefel dans l'Arbélar parce qu'on demande un élément de plus dans Yavesh Beyavesh. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ensuite, il y a le prix Khadash qui fait tout un
tout un passage là-dessus pour essayer de prouver à partir de Mishnayot que cette histoire de Kefel, ça n'existe pas. Et le Pri Megadim va trouver des solutions à tous ces passages. Une Pri Chadash, donc il y a pas mal prolongé. Donc il amène pas mal de preuves, notamment une preuve dans Masechet Mikvaot. Ça, une halakha qui est souvent pas connue. C'est-à-dire, moi, quand je vous dis, est-ce que de l'eau puisée, ça rend pas sous un mikvé? À partir de quelle quantité? On me dit à partir de 3 lougines. C'est une petite quantité d'eau, genre, je sais pas, ça doit faire 3 bouteilles ou quelque chose comme ça. Pas grand chose. Si le mikvé n'a pas encore atteint 40 CA, ça rend le mikvé pas sous. Okay. Mais ça, c'est que si je mets l'eau directement dans le mikvé comme ça. Mais si, nous dit la Mishnah, si l'eau, elle a ruisselé jusqu'au mikvé, et que avant d'arriver dans le mikvé, elle s'est mélangée avec l'eau de pluie, à ce moment-là, au niveau des eaux, il y a un bitul berov. C'est-à-dire que, imaginons que j'avais un toit en pente sur lequel il y a de l'eau de pluie qui a coulé, et il y a aussi de l'eau qui était de l'eau puisée qui a coulé, et que tout ça est tombé dans le mikvé. Si sur le toit, ou en tout cas avant d'arriver dans le mikvé, elle s'était déjà mélangée, et qu'il y avait une majorité d'eau de pluie, alors que le tout a le statut d'eau de pluie. Et donc, c'est pas possible le mikvé. Donc, on a ici une logique de bitul berov, et on ne demande pas kefel, ça c'est clair. On ne demande pas kefel. Voilà. Pourquoi? Parce que le langage là-bas, c'est megeshmim ou mesheuvim, mechatse pasul. Si c'est moitié-moitié, c'est problématique. Ha masheuyoter betel. S'il y a juste un petit peu plus, c'est betel. Ou perek batra de kilaim, et pareil dans le dernier perek de kilaim, où on parle de là-bas tsemer gavanim et tsemer rechelim, chez tarefan ze basé. Mechatse al mechatse asur, ha masheuyoter betel. Donc si on a pris de la laine de brebis et de la laine de chameau, et qu'on les a, pas qu'on les a tissés, mais qu'on les a tressés, pas filés, en fait il y a plusieurs étapes. Il y a le cardage, c'est-à-dire vous prenez la laine brute, et avec un peigne comme ça, hop, on tire les fils. Ensuite, il y a comment ça s'appelle, la bobinette là, je sais pas quoi, où on enroule, et ensuite ça permet de faire du fil. D'accord? Ça s'appelle filer la laine. D'accord? Carder la laine, filer la laine. Et ensuite, il y a tordre la laine. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs fils et on les entortille comme ça, et ça donne ce que nous on appelle un fil en couture. Mais qui à la base est beaucoup plus que juste un cheveu de mouton. Donc, la Mishnah a dit si on a pris des poils de mouton et des poils de chameau, et qu'on les a comment j'ai dit déjà, qu'on les a entortillés ensemble pour former des fils. S'il y a plus de poils de chameau que de poils de brebis, alors ça s'appelle il y a un bitul berov, des poils de brebis dans les poils de chameau, et donc après il n'y a plus de issour de shahatnez, parce que issour de shahatnez c'est que à partir de la laine de brebis. Mais si je prends de la laine de chameau avec du lin, c'est pas issour shahatnez. Ou si je prends du poil de lapin, ou si je prends à l'inverse du coton et de la laine de brebis, c'est pas shahatnez. Et donc ici, à partir du moment où j'ai tressé de la laine de chameau et la laine de brebis, et que la laine de chameau est en plus grande quantité que la laine de brebis, ça s'appelle du fil de chameau et pas du fil de brebis. Donc il n'y a pas de problème de shahatnez. Donc on voit ici qu'on n'a pas demandé 2 fils de chameau pour un fil de brebis. Donc ça a l'air d'être Batel Berov Machéou. Alors, et donc là, il va dire, non, c'est pas forcément des preuves, le Pri Megadim. Il dit pourquoi? Parce que, en fait, de l'eau puisée qui n'est pas tombée directement dans le mikvé, on n'a pas versé comme ça avec la bouteille, mais qui ont ruisselé sur une surface avant de tomber dans le mikvé, ça, c'est interdit uniquement des rabbanan. C'est pas interdit d'oraita. C'est spécial. C'est-à-dire que c'est ça, de Deoraita, tu pourrais avoir de l'eau puisée que tu laisses glisser sur une surface et qui tombe dans un mikvé, tu auras un mikvé parfaitement kasher d'Oraita. D'accord, une surface sèche, ça va du tout.
Ouais, quelque chose, ça glisse comme ça, ça ruisselle. De l'eau qui n'est pas de l'eau de pluie ou de la neige, etc. De l'eau qui vient de ton robinet et qui ensuite a ruisselé avant de tomber dans le mikvé. De là, ça serait permis. C'est fou, hein. C'est que des Rabanan que c'est interdit. Donc, si on suit la logique du Pri Megadim, il nous a dit effectivement, même pour ceux qui demandent Kefel, ils ne le demandent que pour un Issour de Horeita. Un Issour des Rabban, il n'y a pas de problème. Donc, même dans la logique ici du Pri Megadim, même dans l'Arbelach où on demande Kefel, on demande Kefel que pour un Issour de Horeita. Des Rabbanan, c'est permis. Et donc ici, effectivement, à mesure où l'eau dont on parle, qui se mange avec l'eau de pluie, n'interdit que des Rabbanan, alors on ne demande pas Kefel. Voilà. Et quand est-ce qu'on parle de Kilaïm, là aussi, on peut repousser selon la même logique. Là, c'est d'autres halachot qui ne sont pas très connues, mais qui sont toujours surprenantes. Là aussi, c'est en fait qu'un Issour des Rabbanan. Pourquoi ? Parce que